Lorsque Louis XIV accède réellement au pouvoir en 1661, à la mort de Mazarin, il ne prend pas les rênes d'un royaume paisible. Sa jeunesse a été marquée par les secousses profondes de la Fronde, une série de révoltes parlementaires et aristocratiques qui, entre 1648 et 1653, l'ont contraint à fuir Paris, ont menacé l'autorité royale et ont profondément ancré en lui la conviction que le pouvoir ne peut être partagé. De cette expérience, le jeune roi retire une leçon fondamentale. Il faut contenir la noblesse, l'attirer, l'occuper, la séduire, tout en la neutralisant. C'est dans cette perspective qu'il entreprend la transformation de Versailles, ancien pavillon de chasse de son père, en un immense palais, non seulement résidence royale, mais instrument de gouvernement et d'assujettissement social. Versailles devient ainsi un dispositif de contrôle à grande échelle, par son architecture d'abord, l'organisation du château, des appartements, des salons, des galeries et des couloirs n'a rien d'innocent. Le roi est au centre littéralement et chaque déplacement vers lui suppose un parcours précis, balisé et hiérarchisé. L'espace domestique devient espace politique. Le moindre privilège d'accès, un passage, une antichambre, une loge durant le lever, devient un enjeu capital pour les courtisans. L'étiquette systématisée dès les années 1670 transforme chaque geste de la vie royale en un rite. Lever, messe, repas, promenade, coucher, tout se déroule en public selon un protocole rigide. Mais Louis XIV ne fait pas que se montrer. Il s'expose selon des codes pensés pour rappeler sans cesse l'asymétrie fondamentale entre sa personne sacrée et ceux qui l'entourent. Cette organisation ritualisée engendre une hiérarchie impitoyable au sein de la cour. Tout y est fonction de l'ancienneté, du nom, du rang, mais aussi de la faveur. La compétition est constante pour obtenir un office, une pension, une charge, un regard. Chaque faveur accordée à l'un est une humiliation potentielle pour l'autre. Saint-Simon rapporte à plusieurs reprises que des familles entières pouvaient sombrer dans l'obscurité politique pour avoir perdu un appui ou provoquer un froncement de sourcils du roi. L'instabilité n'est jamais formellement proclamée, elle est instillée dans les moindres détails du quotidien. Un changement de logement dans les bâtiments du château, une absence d'invitation à une chasse, une négligence lors d'un statut sont d'autant de signes subtils mais destructeurs de déclin. Cette mécanique pousse à la surveillance mutuelle. Tout le monde observe tout le monde. Les domestiques rapportent les faits et gestes de leur maître. Les dames de compagnie se livrent à des récits minutieux sur les conversations échappées. Les rumeurs deviennent monnaie d'influence. Saint-Simon, toujours lui, évoque les jeux d'alliance entre familles rivales, les échanges de bons procédés pour détruire un adversaire ou promouvoir une fille à marier. L'absence même de réaction du roi devient lourde de sens. Louis XIV pratique avec art ce qu'on pourrait appeler une politique du silence. Il n'a pas besoin de déclarer une disgrâce, il suffit qu'il se détourne. Derrière l'apparence subtilité de cette société ordonnée, cadrée, réglée à la minute près, se cache un climat d'insécurité permanente, voulu et entretenu. La paix de Versailles n'est pas une paix du cœur, c'est une paix pour immobilisation. Le roi concentre le pouvoir non seulement dans ses mains, mais dans son corps, ses gestes, son regard. Il devient l'axe autour duquel tourne tout le royaume. Et pourtant, ceux qui l'entourent vivent dans la peur constante de chuter, d'être oubliés, déplacés, voire remplacés. Madame de Caylus, proche de Madame de Maintenon, note que la cour est remplie de visages riants qui tremblent dès qu'ils quittent le regard du roi. Tout est apparence, contrôle, mise en scène. Et derrière le faste doré des galeries, les intrigues fourmillent, silencieuses mais continues. Versailles n'est donc pas seulement un château, ni même une capitale politique. C'est une fabrique d'obéissance, un piège doré pour les ambitions, un laboratoire du pouvoir absolu. Dans cette mécanique parfaitement huilée, toute contestation devient impossible car elle est absorbée dans les codes mêmes de la vie de cour. Ce qui semble être ordre et magnificence est en réalité tension et fragilité, car tout peut basculer d'un instant à l'autre et le roi Soleil le sait mieux que personne. En 1661, à la mort du cardinal Mazarin, le jeune Louis XIV prend une décision inédite, gouverner seul, sans principal ministre.
Ce choix, présenté comme une affirmation de sa maturité politique, est aussi une réaction stratégique à la situation laissée par son mentor, car le royaume est sous tension, l'administration fragmentée et les finances exsangues. Or, au centre de cette gestion trouble se trouve un homme, Nicolas Fouquet, surintendant des finances depuis 1653, personnage flamboyant, ambitieux et surtout trop visible. Fouquet incarne à lui seul les contradictions de la monarchie finissante. Formé comme magistrat, il s'élève rapidement dans l'appareil d'État grâce à sa loyauté envers Mazarin et à ses réseaux judiciaires. Il gère l'emprunt public, organise la levée des fonds, mais s'enrichit au passage de manière spectaculaire. En quelques années, il accumule une fortune immense, achète des charges, protège écrivains et artistes, fait de son entourage une cour parallèle. Son train de vie étonne autant qu'il inquiète. Poète, prédicateur, financier, militaire, afflue à Vaux-le-Vicomte, son domaine fastueux, à l'esthétique impeccable, modèle d'équilibre classique conçu par le veau, le nôtre et le brun. Il s'y affiche comme mécène éclairé, protecteur de Molière, de La Fontaine et bienfaiteur de nombreux protégés. Mais dans le regard de Louis XIV, ce faste devient provocation. Le 17 août 1661, Fouquet organise en l'honneur du roi une fête somptueuse à Vaux-le-Vicomte. Jardin illuminé, spectacle inédit, comédie de Molière, feux d'artifice, cascade d'eau, tout est calculé pour éblouir. Le roi assiste impassible, il observe sans commenter. Rien dans son attitude ne laisse deviner la suite. Mais 3 semaines plus tard, le 5 septembre, alors que Fouquet croit partir en villégiature à Nantes, il est arrêté par d'Artagnan, capitaine des mousquetaires. L'ordre vient du roi lui-même, qui a préparé l'opération dans le plus grand secret. Aucun ministre ne s'y oppose, l'effet de sidération est total. L'accusation officielle porte sur des malversations, détournements, enrichissement personnel. Mais derrière la procédure judiciaire se cache une volonté politique de neutralisation. Colbert, rival de Fouquet et partisan d'un pouvoir centralisé, manœuvre dans l'ombre. Il fait instruire l'enquête, compiler les pièces, orienter les magistrats. Le procès, commencé en 1661, s'étire jusqu'en 1664. Le tribunal est divisé, hésitant entre condamnation à mort et exil. Louis XIV, excédé par la lenteur des débats, finit par transformer la peine. Fouquet est condamné à la détention perpétuelle. Il est enfermé dans la forteresse alpine de Pignerol, sous la garde étroite de Saint-Marc. C'est là, selon plusieurs témoignages, qu'il aurait été voisin d'un mystérieux prisonnier dont le visage restait masqué. Cette coïncidence alimente plus tard la légende de l'homme au masque de fer, même si aucune source contemporaine ne confirme un lien formel. Le cas Fouquet n'est pas une simple affaire judiciaire. C'est un acte fondateur. Il inaugure une ère de pouvoir sans partage où la faveur royale devient la seule légitimité. Le roi fait savoir, sans le dire, qu'il n'admettra plus d'ambition autonome, plus de fortune indépendante, plus de gloire personnelle supérieure à la sienne. L'affaire marque un basculement. Désormais, toute ascension non contrôlée par la monarchie sera perçue comme une menace. Et toute disgrâce, aussi brutale soit-elle, sera justifiée par la raison d'État. Ce coup de théâtre pèse durablement sur la cour. Mémorialistes et courtisans en tirent la leçon. Saint-Simon, bien plus tard, évoquera avec distance cette chute comme une mise en garde collective. Le procès de Fouquet, spectacle de justice apparemment légale, dissimule en réalité une démonstration de force. Derrière les dorures de Versailles, derrière la poésie et le mécénat, se profile une machine monarchique qui ne laisse place à aucun faux pas. Et pour cause, chacun sait que le regard du roi peut en silence décider d'une fin. Au cœur du système monarchique construit par Louis XIV, 2 hommes symbolisent les pôles antagonistes de l'action gouvernementale, Jean-Baptiste Colbert et François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois. Tous 2 ministres, tous 2 puissants, mais profondément opposés par leur origine, leur style et leur vision de l'État. Colbert, issu d'une famille de financiers, est l'architecte de la réforme économique, administrative et fiscale du royaume. Son style
est méthodique, austère, fondé sur les chiffres, les bilans, la centralisation. Il entend rationaliser les dépenses, encadrer les offices, moraliser les comptabilités publiques. Louvois, héritier d'un secrétariat d'État militaire, représente l'autre versant du pouvoir royal, celui de la guerre, de la force, de l'autorité. Il commande les armées, organise les sièges, restructure la logistique militaire et cultive une pratique verticale du commandement appuyée sur la crainte et l'exécution rapide. Entre ces deux hommes, la cohabitation devient rapidement impossible. Dès les années 1670, les frictions se multiplient autour des budgets, des nominations et de l'accès au roi. Colbert reproche à Louvois sa démesure, ses dépenses militaires non justifiées, sa brutalité dans la conduite des opérations, en particulier dans les provinces occupées. Louvois, de son côté, dénonce les lenteurs administratives de Colbert, son contrôle tatillon des crédits et surtout son emprise croissante sur l'intendance générale du royaume. Il accuse en privé de vouloir affaiblir la noblesse militaire au profit d'une bureaucratie bourgeoise. Les deux camps mobilisent leur réseau. Espions, secrétaires, valets, confesseurs. On dit que certains rapports destinés au roi étaient glissés discrètement dans son missel lors de la messe quotidienne. Les messes basses deviennent littéralement des outils de communication politique. Le roi, parfaitement informé de cette guerre larvée, choisit de ne pas trancher. Il arbitre en apparence, mais entretient en réalité la rivalité. Il confie à Louvois certaines campagnes militaires sans prévenir Colbert, puis valide en coulisses les restrictions budgétaires exigées par ce dernier. À plusieurs reprises, il promulgue des édits contradictoires ou à double lecture, permettant à chacun de croire qu'il détient la faveur royale. Cette stratégie de division s'inscrit dans une logique plus large, affaiblir les ministres pour affermir la position du monarque. Louis XIV ne cherche pas l'harmonie entre ses serviteurs, mais leur soumission réciproque. Il transforme leur opposition en outil de contrôle. Cette situation produit un climat administratif délétère. L'intendance militaire, en particulier, devient un champ de tension. Colbert réussit à faire nommer certains commissaires aux vivres sans l'aval de Louvois, qui riposte en les marginalisant sur le terrain. La campagne dans les Pays-Bas espagnols en fournit un exemple précis. Les retards d'approvisionnement, les doublons de commandes et les blocages logistiques témoignent moins d'un défaut d'organisation que d'un sabotage réciproque. À Paris, certains bureaux sont progressivement vidés de leur substance. Des secrétaires démissionnent, des intendants réclament leur mutation en province. Dans plusieurs cas, les archives font état de fonctionnaires qui refusent de signer des documents communs, de peur d'être accusés par l'un ou l'autre des ministres en cas de revers. La peur de déplaire à l'un ou à l'autre pousse certains à la passivité, d'autres à la délation. Après la mort de Colbert en 1683, Louvois triomphe temporairement, mais le roi ne lui accorde jamais une domination totale. Il lui oppose secrètement le Pelletier, puis appuie Vauban sur certains dossiers logistiques. Louis XIV veille à ce qu'aucun ministre, pas même Louvois, au sommet de sa puissance, ne puisse prétendre incarner l'État à sa place. Cette rivalité, loin d'être une faiblesse du système, en devient l'un des fondements structurels. La guerre froide entre Colbert et Louvois n'est donc pas un dysfonctionnement du régime, elle en est le moteur par excellence. À la cour de Louis XIV, les amours du roi n'étaient jamais un simple divertissement personnel, mais un mécanisme intégré au cœur de la politique monarchique, une succession de hiérarchies affectives structurées, jalousées, manipulées. L'entrée de Louise de la Vallière dans le cercle intime du roi fut d'abord un secret, puis un secret mal gardé. Issue d'une noblesse discrète, d'une douceur presque effacée, la Vallière fut imposée à la cour comme demoiselle de madame, épouse de monsieur, frère du roi. Très vite, elle attira l'attention de Louis XIV, qui la préférait pour son humilité et son silence dans un environnement de courtisanes bruyantes. On lui reprochait, dit-on, d'être trop bonne chrétienne pour tenir un roi. Elle porta plusieurs enfants du roi, dont le duc du Maine, et fut logée dans des appartements discrets à Versailles. Sa piété grandissante, ses malaises en public et sa soumission aux volontés royales firent d'elle une favorite tragique, presque sacrificielle.
Elle tenta de fuir à plusieurs reprises, et lorsque Madame de Montespan s'imposa à la cour, la Vallière accepta de vivre sous le même toit que sa remplaçante, ce que la princesse palatine considéra comme une humiliation digne d'une sainte ou d'une idiote. Elle termina sa vie au Carmel de Paris, où elle se retira sous le nom de Sœur Louise de la Miséricorde, après avoir confié à Madame de Caylus que sa chute était un châtiment mérité et sa solitude une délivrance. La marquise de Montespan entra dans l'histoire de Versailles par la provocation. Belle, vive, sarcastique, elle tenait salon bien avant de conquérir le roi. On disait qu'elle riait comme une servante et pensait comme un cardinal. Ancienne dame de la reine, elle conquit Louis XIV en détournant ses colères, en moquant les bigoteries de la Vallière et en réinventant le modèle de la favorite, toute puissante, exposée et dominante. Elle devint la maîtresse en titre, eut 7 enfants du roi, installée dans la maison de Clagny, et régna pendant plus de 10 ans sur les arts, les fêtes, les mécènes. Sa domination fut si totale qu'elle faisait reculer les ministres, imposait des favoris et plaçait ses alliés dans la maison du roi. Pourtant, elle fut aussi l'objet d'une haine profonde, notamment dans les milieux religieux et dans la maison de la reine. Madame de Sévigné rapportait qu'on priait contre elle dans certaines chapelles privées et que son confesseur, le père de la Tour, aurait été sommé par Rome de la détourner du scandale. Dans les salons, on chuchotait que la Montespan tient le roi par la nuque et le royaume par le lit. Son pouvoir s'effrita dès la fin des années 1670, lorsque les rumeurs l'allièrent à l'affaire des poisons. Des témoignages indirects, collectés par la Chambre ardente, affirmaient qu'elle avait fait appel à la voisin pour conserver l'amour du roi, participer à des messes noires et tenter d'empoisonner ses rivales. Si aucune preuve ne fut juridiquement retenue, Louis XIV ordonna progressivement son éloignement du cœur du pouvoir. La marquise de Caylus affirma qu'à partir de 1680, son nom ne fut plus prononcé en présence du roi. On raconta que certaines dames de compagnie qui avaient relayé des lettres entre la favorite et des devins furent renvoyées sans explication. Un valet fut même interrogé pour avoir surpris une conversation évoquant des fioles suspectes dissimulées dans un coffret à bijoux. L'ascension de Madame de Maintenon fut l'exact inverse. Gouvernante des enfants illégitimes du roi et de la Montespan, pieuse, veuve d'un poète moqué, le fameux Scarron, elle avança sans éclat. On se méfia d'elle lorsqu'elle commença à conseiller le roi sur des sujets spirituels, puis politiques. Louvois s'en inquiéta, Bossuet l'appuya. Elle gagna l'estime du monarque non pas par le charme, mais par la constance. À mesure que la Montespan déclinait, Maintenon occupait l'espace. Sans jamais se proclamer favorite, elle devenait l'interlocutrice privilégiée, la conscience du roi, sa boussole morale. Après la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683, des rumeurs insistantes affirmèrent que Louis XIV aurait contracté un mariage secret avec elle, célébré par l'archevêque de Paris dans une cérémonie privée à Versailles. Le duc de Saint-Simon, bien que critique de Maintenon, confirma la solidité de ses soupçons dans ses mémoires, tout en notant qu'aucune preuve écrite ne fut jamais trouvée. À partir de cette période, elle vécut dans les appartements privés du roi, participa à la nomination d'évêques, fit fermer plusieurs salons jugés trop libertins et imposa une religiosité rigide à la cour. Son influence s'exerçait par la discrétion, l'omission et le retrait. Elle obtenait plus par le silence que d'autres par la parole. Les coulisses de ces successions féminines furent tout sauf pacifiques. Plusieurs dames d'honneur furent accusées d'avoir glissé des billets anonymes sous les portes, intercepté des lettres, organisé des accidents. La princesse palatine rapporte dans une lettre à son frère que des chutes dans les escaliers devinrent fréquentes dans les jours de tension entre rivales. Une suivante de la Montespan, renvoyée sans pension, aurait affirmé avoir assisté à une scène où une rivale aurait failli être étranglée pour une prière de trop près du roi. Des fausses couches suspectes, des migraines empoisonnées, des crises nerveuses inexpliquées ponctuent les récits. Dans les appartements privés, des guérisseuses circulaient encore, sous couvert de soins spirituels. La rumeur même invérifiable tenait lieu de preuve. À Versailles, la vérité n'avait pas besoin d'être prouvée pour être crainte. Les chutes furent brutales, sans appel,
Toujours dans l'indifférence royale, la Vallière fut poussée au Carmel avec une pension maigre, la Montespan exilée sous prétexte de maladie, maintenant honorée sans titre. Au final, aucune ne fut reine, aucune ne fut pleurée en public, pourtant chacune à sa manière incarna un moment du règne. L'affaire des poisons éclate comme une plaie dans l'apparente perfection de la cour de Versailles. Officiellement, elle débute en 1679 par l'arrestation d'une cartomancienne connue des autorités parisiennes, une certaine Catherine de Zay, dite la Voisin. Officieuse guérisseuse, sage-femme aux pratiques discutables, elle est soupçonnée d'avoir fourni des filtres, des poudres et des poisons à une clientèle huppée. Mais très vite, ce n'est plus seulement une affaire de faiseuse d'anges, c'est un réseau qui se dévoile, tentaculaire, souterrain, remontant jusque dans les antichambres du pouvoir monarchique. Dans ses interrogatoires, la Voisin lâche des noms, parle de messes noires, de prières inversées et de sacrifices. Les témoins s'accumulent, les langues se délient et la peur gagne. Ce qui n'était qu'une instruction criminelle devient une affaire d'État. Le réseau, ainsi mis au jour, mêle les marges de la société urbaine et les étages élevés de l'aristocratie. Astrologues, empoisonneuses, faux prêtres, médiums et trafiquants de poudre côtoient dans les aveux des dames de cour, des valets de grande maison, des magistrats même. La Voisin, figure centrale, tenait salon dans sa maison de la rue Beauregard. Elle y recevait des clientes prestigieuses. Certaines venaient chercher des remèdes, d'autres des interruptions de grossesse. D'autres encore réclamaient la mort d'un époux gênant, d'un rival politique ou d'un père trop lent à mourir. Des nobles de province, des favorites déchues, des femmes ruinées par des mariages contraints y déposaient de l'argent contre des fioles. Le poison, souvent à base d'arsenic ou de belladone, était dissimulé dans des gants, des lettres parfumées ou même de la poudre à maquillage. Parmi les figures clés révélées par l'enquête, la marquise de Brinvilliers occupe une place macabre. Déjà célèbre avant l'affaire, elle est accusée d'avoir expérimenté ses poisons sur des malades d'hôpital avant d'assassiner successivement son père et 2 frères pour s'emparer de leur héritage. Arrêtée à Liège, extradée, torturée et jugée, elle est condamnée à la décapitation, précédée d'un supplice à la tenaille et d'une exposition publique. Son procès, bien documenté, devient une référence, celui d'une aristocrate cultivée, raffinée, mais monstrueusement criminelle. Dans les marges des procès-verbaux, on note que d'autres femmes de son entourage étaient soupçonnées d'avoir été initiées aux mêmes pratiques. L'affaire prend une tournure mystique après les révélations concernant l'abbé Étienne Guibourg, un prêtre défroqué accusé d'avoir célébré des messes noires pour des dames de la haute société, parmi lesquelles, selon certains témoignages, la marquise de Montespan elle-même. Le nom de la favorite revient de manière insistante, toujours sans preuve formelle, mais avec une constance troublante. Une servante affirme l'avoir vue allongée nue sur un autel, tenant une chandelle noire, pendant que Guibourg murmurait des invocations latines à rebours. Une autre prétend avoir vu un parchemin signé de son sang glissé dans une fiole entourée de poils d'animaux. Ces scènes, dignes des légendes les plus noires, sont consignées par les greffiers, mais frappées de secret. Les témoins disparaissent, se rétractent, meurent en prison. D'autres sont envoyés dans des forteresses lointaines, sans jugement, parfois sans retour. La Voisin, brûlée vive en place de Grève en février 1680, aurait prononcé selon un rapport des noms de haut rang au moment de mourir. Le greffier ne les consigne pas. On parle de listes perdues, de lettres interceptées, de scellés brisés. Le roi, jusque-là silencieux, fait dissoudre la Chambre ardente en 1682. Ce tribunal d'exception, établi pour juger les affaires d'empoisonnement, avait entendu plus de 150 témoins et interrogé plus de 400 suspects. Ces archives, en partie détruites, montrent un climat de suspicion généralisé. Des dames sont accusées sur la foi de rumeurs, des domestiques battus jusqu'à l'aveu, des enfants entendus sans protection. Certains accusés, comme le capitaine Romani, disparaissent sans jugement. D'autres, comme Marguerite Monvoisin, fille de la Voisin, obtiennent un sursis en échange de nouveaux noms. La terreur se mêle à l'instrumentalisation. Colbert lui-même, informé du danger pour l'image de la monarchie, recommande la fermeture du dossier.
L'affaire provoque une onde de choc dans toute la société de cour. La peur s'installe dans les salons. On se méfie des parfums, des coiffures, des sachets de senteurs. Un simple malaise à table suffit à faire évacuer un service entier. Les valets sont changés, les domestiques interrogés, les messes privées multipliées. Certains nobles font bénir leurs appartements chaque semaine. La princesse palatine, dans une lettre à son frère, affirme que plus personne n'ose accepter un bouquet ni boire un verre offert par un père. Le roi, sans jamais nommer publiquement la Montespan, la tient à distance. Elle n'est plus reçue dans les appartements privés, ses enfants sont confiés à Madame de Maintenon. Le roi ne commente rien, mais le silence en dit long. Au-delà du scandale, l'affaire des poisons marque une rupture. Versailles, dont l'architecture et le rituel incarnaient le contrôle absolu du souverain sur son entourage, révèle tout à coup ses failles. Derrière les dorures, un monde d'ombre s'agite, où les ambitions, les haines, les désirs de revanche prennent la forme d'un flacon ou d'un encensoir. Le faste est désormais traversé d'angoisse. L'illusion d'un ordre sans faille est fissurée. Louis XIV, dont la jeunesse fut marquée par la Fronde, comprend que le danger n'est plus seulement politique ou militaire, mais intime. La dissidence se loge désormais dans le cœur, dans la poudre, dans la prière renversée. L'affaire des poisons, bien qu'officiellement close, n'est jamais oubliée. Elle hante les correspondances, les mémoires, les soupirs étouffés des dames inquiètes et impose à Versailles une chape de plomb moral qui précède le virage dévot de la fin du règne. Sous le règne personnel de Louis XIV, après l'installation définitive de la cour à Versailles en 1682, la disgrâce politique ne prit pas toujours la forme spectaculaire de la chute publique ou de la condamnation judiciaire. Elle se manifesta souvent par des effacements subtils, des exclusions silencieuses, des disparitions sociales organisées avec méthode où l'absence de mots équivalait à une peine capitale symbolique. Dans l'univers hyper-codifié de Versailles, la moindre inflexion dans le regard du roi, un silence prolongé ou une convocation omise suffisait à faire basculer un courtisan du centre vers la périphérie, de la faveur à l'oubli. Le cas du duc de Lauzun illustre avec éclat les mécanismes de cette mise à l'écart. Personnage flamboyant, séducteur notoire, Lauzun s'était imposé à la cour par son insolence autant que par ses faits d'armes. Son ascension culmina en 1670, lorsque la rumeur d'un mariage avec la grande mademoiselle, cousine germaine du roi, fit scandale. Louis XIV, qui avait d'abord toléré cette alliance, la réprouva finalement et fit enfermer Lauzun sans procès au donjon de Pignerol, dans des conditions de détention sévères. Il y resta 10 ans, totalement effacé de la vie politique, sans justification publique ni condamnation formelle. Libéré en 1681, il ne retrouva jamais sa position antérieure. Ce cas, rapporté par Saint-Simon, avec de nombreux détails, montre que la disgrâce pouvait prendre la forme d'une relégation totale, au mépris de toute procédure, et qu'un favori d'hier pouvait être rayé sans éclat par simple décision royale. Mais tous les effacements n'étaient pas aussi spectaculaires. Dans de nombreux cas, la disgrâce ne se disait pas. Elle s'imposait par l'oubli organisé. Saint-Simon mentionne à plusieurs reprises ces courtisans oubliés, dont les audiences n'étaient plus renouvelées, dont les lettres restaient sans réponse, dont les visages devenaient invisibles dans les perspectives du palais. Absence d'invitation à une chasse ou à un souper royal suffisait, dans un univers où l'apparition faisait exister, à signifier la relégation. Il n'était pas rare que des nobles soient exclus sans motif, sans scandale, par la seule absence de regard. Cette forme de punition particulièrement raffinée maintenait une façade de dignité tout en condamnant socialement. Elle frappait les ambitieux, les indiscrets, ceux dont le zèle avait été mal orienté ou dont la parole avait manqué de mesure. Les exemples abondent. Un ambassadeur étranger rapporte que Madame de Sévigné fut un jour ignorée ostensiblement pendant toute une cérémonie, sans que personne ne lui adressât la parole. L'humiliation fut telle qu'elle demanda son rappel. Certains valets ou officiers de maison, trop familiers ou coupables d'un mot déplacé, furent renvoyés sans explication. Dangeau note le renvoi brusque d'un lecteur du roi, dont les remarques avaient froissé Madame de Maintenon. Dans un monde où chaque geste était interprété, la perte d'accès au roi équivalait à la mort politique. La cour était un théâtre où l'on existait par son rôle,
L'exclusion, même discrète, détruisait ce rôle. La réalité des punitions versaillaises dépassait parfois l'oubli. Le roi usait volontiers de l'exil intérieur, bannissant certains courtisans dans leurs terres provinciales, loin de la cour, sans les priver officiellement de leur statut. Ce fut le cas de plusieurs officiers disgraciés, tels que le comte de Vermandois, fils du roi légitimé, éloigné après une affaire de mœurs. Dans d'autres cas, l'outil utilisé était économique, la suppression ou la suspension d'une pension, la non-reconduction d'une charge, l'oubli volontaire lors de la distribution des grâces. Ces mesures, jamais commentées publiquement, étaient comprises sans besoin de mots. La privation de ressources dans une société d'apparat où le faste était un outil de visibilité sociale équivalait à une lente extinction. Le marquis de Montespan, après la disgrâce de sa femme, vit ses revenus fondre et ses apparitions se raréfier. La cour ne le chassa pas, mais elle l'effaça. Ce que Versailles inventa, ce fut une politique du silence. Contrairement au règne précédent, où la disgrâce passait souvent par un procès, une accusation ou une dénonciation publique, Louis XIV préférait les effacements lents, administrés avec retenue, où la perte de présence tenait lieu de sentence. La majesté du roi se renforçait de cette distance. Nul besoin de se justifier lorsqu'il suffisait de ne plus faire appel à un homme, de ne plus le regarder pour l'annuler. Les lettres de cachet, utilisées avec parcimonie, complétaient ce dispositif. En fermant les portes de Versailles, en refusant la convocation au lever ou au souper, en supprimant les signes de reconnaissance, le roi infligeait des morts sociales aussi efficaces que brutales. Cette pratique institutionnelle du retrait et de l'oubli permit de maintenir la cour dans un état de tension permanente. Chacun, en observant la disparition inexpliquée d'un père, intégrait la menace. La peur de l'effacement, plus que celle de la punition explicite, garantissait l'obéissance. La disparition sociale n'était pas un accident, mais une stratégie. À partir des années 1680, la vie religieuse et morale à la cour de Versailles subit une transformation progressive sous l'influence croissante de Madame de Maintenon, dont l'ascension silencieuse s'accompagna d'un projet implicite de moralisation du pouvoir. Épouse secrète du roi, à partir de la fin des années 1680, elle imposa à l'entourage royal la valorisation de la piété personnelle et le soutien actif aux institutions religieuses. Ce tournant s'inscrit dans une dynamique plus large, où la monarchie absolue s'identifie à une forme de piété rigide, soutenue par les théologiens de la cour comme Bossuet, et légitimée par des pratiques publiques de foi qui tranchent avec les fastes hédonistes du début du règne. Madame de Maintenon, fondatrice en 1686 de la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr pour l'éducation des jeunes filles nobles pauvres, devint l'âme d'une réforme morale qui affecta les comportements de cour dans leurs moindres détails. Loin de se limiter à l'institution scolaire, son influence s'exerça dans les sphères protocolaires, dans les rythmes de la journée du roi, dans le choix des lectures autorisées et dans les spectacles acceptés ou censurés. Sous son impulsion, les comédies de Molière furent de plus en plus écartées au profit de pièces édifiantes. Le théâtre de cour se replia sur un répertoire convenable, tandis que la musique sacrée gagna du terrain lors des fêtes royales. La piété prit des formes visibles, messes quotidiennes, retraites spirituelles, surveillance accrue des mœurs. Le climat versaillais se modifia lentement, mais sensiblement, passant d'une culture de l'éclat à une culture de la convenance. Ce changement d'atmosphère fut soutenu par la voix autoritaire de Bossuet, précepteur du dauphin, puis évêque de Meaux, dont les serments et les écrits contribuèrent à faire de la monarchie une institution sacrée, chargée de veiller à la moralité publique. Cette orientation s'incarna dans des actes de gouvernement plus radicaux. En 1685, Louis XIV révoqua l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau, mettant fin à la tolérance religieuse établie par Henri IV. Les temples protestants furent fermés, les pasteurs expulsés, les conversions forcées encouragées, les dragonnades multipliées. Cette politique conduite, au nom de l'unité religieuse du royaume, provoqua l'exil de dizaines de milliers de protestants et suscita une vive réprobation dans les cours européennes, notamment en Angleterre et dans les Provinces-Unies, où l'on dénonça l'intolérance croissante du régime français. Dans ce contexte de sacralisation du pouvoir monarchique, les formes de censure évoluèrent également. Les libelles furent traquées avec plus de sévérité.
Les pamphlets moqueurs ou irrévérencieux circulèrent de manière clandestine et les auteurs jugés subversifs étaient désormais poursuivis. La surveillance de l'imprimerie s'intensifia et l'on vit apparaître des listes implicites d'auteurs ou d'œuvres à éviter. Les publications relatives à la vie privée du roi ou au scandale de cour furent combattues avec une vigueur nouvelle. Mais cette volonté d'ordonner les mœurs et d'imposer une discipline religieuse se heurta à des pratiques sociales persistantes, souvent tolérées tant qu'elles ne devenaient pas publiques. Il existait un décalage croissant entre l'affichage de la dévotion et la réalité des comportements privés. Le roi lui-même, s'il renonça à ses maîtresses officielles, après son mariage avec Madame de Maintenon, ne rompit pas brutalement avec le souvenir de ses anciennes passions, et certains membres de son entourage continuèrent à mener une vie mondaine, discrètement contraire aux exigences de la morale chrétienne. Les mémorialistes de l'époque rapportent de nombreuses anecdotes révélatrices de cette contradiction. Madame de Montespan, longtemps maîtresse en titre du roi, se retira au couvent à la fin de sa vie et mena une vie de pénitente, sans jamais rompre complètement avec le cercle de la cour. La duchesse de la Vallière, sa prédécesseur, avait déjà donné l'exemple de cette conversion semi-publique en se retirant au Carmel de la rue Saint-Jacques après avoir été éclipsée. Dans le même temps, les petits salons de Versailles, notamment ceux tenus par des dames de compagnie ou des veuves influentes, furent les lieux d'échanges parfois licencieux où les anecdotes galantes, les critiques voilées du clergé ou les spéculations sur les alliances amoureuses se développaient à l'abri des regards officiels. Les conversions opportunistes ne furent pas rares. Plusieurs membres de la haute noblesse, d'abord proches des milieux libertins ou modérément croyants, firent publiquement l'étalage de leur piété dans les années 1690, espérant ainsi maintenir ou reconquérir la faveur royale. Ces reconversions sociales, plus que religieuses, répondent à une logique d'adaptation aux nouvelles normes imposées par le couple royal. Certains anciens courtisans libertins firent ainsi des dons généreux aux œuvres pieuses soutenues par Madame de Maintenon, ou mirent en scène leur repentir à travers des retraites spectaculaires. Ces pratiques n'étaient pas nécessairement hypocrites, mais elles obéissaient à une logique de cour où la visibilité morale valait capitaux symboliques. Au-delà des effets de surface, cette politique morale traduisait une inflexion profonde du pouvoir monarchique dans les dernières décennies du règne. En liant plus étroitement la figure du roi à la dévotion, en réprimant l'hérésie intérieure, en alignant les comportements sur une norme catholique stricte, Louis XIV redéfinit les conditions d'accès à la faveur. La censure morale, subtile autant qu'explicite, devint une modalité de gouvernement qui associait religion et surveillance sociale. Mais ce redressement moral, en partie réussi, resta traversé de tensions internes entre dévotion publique et indulgence privée, entre piété prescrite et accommodement silencieux. Versailles conserva jusqu'au bout cette ambivalence qui fit de la cour à la fois un centre spirituel de la monarchie chrétienne et un espace de transgression codifiée. Alors que Versailles se présentait comme l'expression suprême de l'ordre monarchique et de la grandeur absolue, il fut dès la fin des années 1680 la cible de multiples discours critiques, satiriques ou malveillants qui circulèrent en France comme à l'étranger. Ces critiques, formulées sous forme de pamphlets imprimés, de chansons populaires, de lettres diplomatiques ou de rumeurs orales, dressaient un portrait du roi et de sa cour radicalement opposé à celui diffusé par la propagande royale. Elle ne relevait pas d'une opposition centralisée ou structurée, mais d'une nébuleuse de discours marginaux, souvent clandestins, qui participaient d'une contestation diffuse du modèle versaillais. Amsterdam, Genève, Londres et parfois Cologne ou Liège furent les centres majeurs de l'édition subversive. On y imprimait des libelles interdits en France, puis discrètement introduits par colportage ou par valise diplomatique. Ces textes visaient moins à informer qu'à démystifier, en déconstruisant la figure du roi pour en faire un objet de satire ou d'inquiétude. Le roi y apparaissait tour à tour comme un tyran impitoyable, un hypocrite dévot, un amant sénile gouverné par une femme, ou encore un sorcier utilisant de maléfices pour conserver le pouvoir. Le rôle de Madame de Maintenon, dont l'appareil de cour fut l'objet de soupçons récurrents. Des pamphlets l'accusaient d'avoir usurpé l'influence de Colbert, d'avoir poussé à la révocation de l'édit de Nantes, voire d'avoir pratiqué des sortilèges pour séduire le roi.
À Londres, la presse pamphlétaire diffusait des gravures anonymes représentant Louis XIV en empereur romain déchu, entouré de vieillards obéissants et de femmes intrigantes. Ces caricatures, souvent accompagnées de vers satiriques, participaient d'une guerre d'images contre la monarchie française, dans un contexte de tensions religieuses et diplomatiques croissantes. La circulation de ces textes et images ne se limitait pas à l'étranger. En France même, des chansons populaires transmises oralement reprenaient les thèmes de l'injustice sociale, de la misère paysanne et du luxe de la cour. Dans les villes, des feuilles volantes, anonymement imprimées, rappelaient les gabelles, les corvées, la pression fiscale, en les opposant au faste de Versailles. Ces productions difficiles à dater précisément circulaient dans les milieux urbains, mais aussi dans certaines provinces, où le mécontentement à l'égard du pouvoir royal se renforçait dans les années de disette. Les rumeurs, moins traçables que les textes imprimés, participaient également à cette dynamique servant à délégitimer le roi. Elle relevait d'un registre de l'anecdote frappante, de la scène choquante ou du fait divers exagéré. Une des plus répandues, rapportée dans une lettre diplomatique espagnole datée de 1699, prétendait que Louis XIV avait fait prendre un valet pour avoir laissé échapper une plaisanterie irrévérencieuse. Une autre, relayée par des marchands flamands, affirmait que le roi espionnait les confessions de ses courtisans par des dispositifs secrets dissimulés dans les chapelles du palais. Ces récits, bien qu'invérifiables, avaient pour fonction de produire un climat de peur autour du souverain et d'instiller l'idée d'un pouvoir obsédé par le contrôle et prêt à toutes les formes de surveillance. Il s'inscrivait dans une tradition d'hostilité envers l'absolutisme où l'excès de centralisation devenait un sujet de satire. La perception étrangère du système versaillais n'était pas toujours hostile, mais souvent ambivalente. Si les ambassadeurs vantaient la magnificence du palais, ils notaient aussi la rigidité de l'étiquette et la soumission des courtisans. Dans une lettre conservée dans les archives de Madrid, un diplomate espagnol en poste à Paris affirma que Versailles ressemblait à une prison dorée où chacun attend son tour de parler au roi, comme un condamné attend son jugement. Cette formule, qui circula ensuite sous forme de citation indirecte dans plusieurs journaux hollandais, fut reprise dans des recueils de maximes satiriques édités à La Haye dans les années 1700. Elle reflète la perception d'un pouvoir à la fois fascinant et étouffant, où la splendeur matérielle masque un enfermement politique. Certaines critiques, plus élaborées, prirent la forme d'analyses politiques déguisées. Des écrits attribués à des exilés protestants dénonçaient l'uniformité imposée par la révocation de l'édit de Nantes, l'arbitraire des lettres de cachet, la vénalité des offices. Le modèle versaillais était perçu comme un système clos, fondé sur l'apparence, l'intrigue et la faveur, contraire aux idéaux de transparence ou de participation défendus par les monarchies parlementaires. Cette critique implicite de l'absolutisme, bien que marginale en France, trouvait un écho croissant à l'étranger, notamment dans les milieux huguenots réfugiés. L'ensemble de ces discours, pamphlets, chansons, rumeurs, constituent un contre-récit du règne de Louis XIV. Leur contenu, parfois invraisemblable ou outrancier, éclaire autant la figure royale que les attentes sociales, les tensions religieuses, les résistances politiques. Le roi n'y est pas seulement caricaturé, il devient le symbole d'un régime jugé fermé, illégal, figé dans ses rituels. À la fin du règne de Louis XIV, la cour de Versailles ne présente plus l'image d'un foyer d'éclat et de mouvement, mais celle d'un monde figé, saturé de règles, paralysé par la répétition des gestes et des paroles. La monarchie, dans son expression la plus absolue, a atteint un point de saturation où l'obéissance est totale, mais l'élan vital épuisé. Le cérémonial, autrefois instrument de distinction et d'ascension, devient une mécanique rigide où tout est su d'avance, où les carrières sont suspendues à une faveur rare, où l'ambition se heurte au silence. Le roi lui-même, isolé dans les appartements du Grand Trianon ou du château principal, endure les dernières années de son règne dans une atmosphère de deuil, de maladie et de défiance. Son autorité reste entière, mais l'admiration a laissé place à la crainte et l'espérance à la résignation. Louis XIV affronte entre 1711 et 1714 la disparition successive de son fils, le grand dauphin, de son petit-fils, le duc de Bourgogne, puis de son arrière-petit-fils, le duc de Bretagne. En l'espace de 3 ans, la ligne directe de succession est brisée à 3 reprises, laissant pour seul héritier le futur Louis XV, encore enfant.
Ces pertes vécues dans un silence officiel provoquent une désagrégation du cercle intime du roi. Le duc de Beauvilliers, fidèle conseiller, meurt en 1714. Madame de Maintenon se retire à Saint-Cyr. Enfin, le duc de Noailles s'éloigne. Les grandes figures du premier cercle sont soit mortes, soit tombées en disgrâce, soit volontairement effacées. Cette solitude progressive du souverain contraste avec l'image du roi rassembleur qui avait marqué les décennies précédentes. Saint-Simon, qui observe la scène avec un mélange d'acuité et de distance, souligne à plusieurs reprises la froideur croissante de l'atmosphère de cour et l'inaccessibilité du roi, qu'il décrit comme craint mais non admiré. Il évoque un monarque retranché, totalement sourd aux plaintes, attaché aux formes et indifférent aux sentiments. Cette transformation du pouvoir monarchique en structure glaciaire s'accompagne d'un contrôle renforcé sur tous les aspects de la vie de cour. La moindre dissidence est étouffée, les pensions sont suspendues ou réduites, les disgrâces deviennent irréversibles. Le roi, ayant perdu ses fils, ne délègue plus. Il préside encore les conseils, surveille les nominations, rédige les lettres, mais sans élan. Le dynamisme politique du milieu du siècle a disparu. Les alliances sont figées, les ambitions bridées. Dans les dernières années, Louis XIV ne reçoit plus guère. Les festivités sont devenues rares. Le cérémonial quotidien a absorbé l'ensemble de la vie publique. Le roi impose encore, mais il n'éblouit plus. Ce pouvoir sans éclat suscite une forme nouvelle de lassitude chez les courtisans, qui se plaignent en privé de l'immobilisme ambiant. La mémoire du roi commence à se transformer avant même sa mort. Certains diplomates étrangers, notamment les envoyés d'Espagne et de Savoie, relèvent dans leurs dépêches l'absence de confiance qui entoure la transmission du pouvoir. L'enfant roi, Louis XV, est encore trop jeune pour régner. Le roi, bien que malade, refuse de desserrer l'étreinte sur les affaires de l'État. Il nomme un conseil de régence dirigé par le duc d'Orléans, mais entoure cette nomination de précaution qui révèle plus une méfiance qu'une volonté de transmission. Dans la lettre de Saint-Simon à propos des derniers jours du roi, on trouve cette observation selon laquelle Louis XIV croyait se survivre dans les formes, comme si l'ordre qu'il avait créé suffisait à durer sans lui. Le testament du roi, partiellement cassé après sa mort, montre cependant la fragilité d'un pouvoir concentré entre des mains solitaires. Les premières réactions à la mort de Louis XIV en septembre 1715 révèlent un décalage saisissant entre la pompe officielle et les commentaires privés. Le deuil public est organisé avec une rigueur extrême. Le corps est exposé à Saint-Denis, les cérémonies respectées dans chaque province. Mais les récits de mémorialistes, comme celui du marquis d'Argenson, signalent que beaucoup à Paris accueillirent la nouvelle avec soulagement, voire avec une forme de légèreté inattendue. Ces voix populaires, même si elles sont marginales, témoignent d'un changement d'époque. La crainte ne suffit plus à soutenir l'image du souverain. La cour, à peine allégée par la mort du roi, entre dans une nouvelle ère. Le duc d'Orléans impose la polysynodie. Concrètement, le pouvoir exécutif est désormais confié non plus à des ministres uniques, comme sous Louis XIV, mais à plusieurs conseils spécialisés composés principalement de nobles de naissance. Une réforme vite abandonnée, mais qui révèle l'envie de rupture. Les institutions restent, mais le style change. La Régence ouvre une période plus mobile, plus libérale, parfois plus instable. La mémoire de Louis XIV, immédiatement convoquée dans les débats politiques, devient un objet de comparaison. Certains le présentent comme le restaurateur de la grandeur française, d'autres comme l'architecte d'un absolutisme stérile. À Versailles même, les appartements royaux sont réorganisés, le cérémonial simplifié. On assiste à une forme de démantèlement silencieux de ce qui avait fait la majesté monarchique. Les courtisans, qui avaient obéi sans réserve, reconstituent un récit plus critique. Les témoignages tardifs, notamment ceux de Saint-Simon, diffusent l'image d'un roi replié, attaché à l'obéissance plus qu'à la grandeur, dont l'autorité n'avait pas su transmettre l'enthousiasme initial. Dans ces dernières années, Louis XIV incarnait encore le pouvoir, mais il ne l'animait plus. Son souvenir immédiat fut mêlé d'admiration résiduelle et d'une lassitude à peine dissimulée. Cette ambivalence devait marquer toute la mémoire posthume de son règne. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Évidemment, vous avez la possibilité de faire un don via la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci de YouTube. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt ou bien à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.